Bonjour à tous, merci d'être là pour cette journée. Je suis très heureux de participer à cette journée de recherche. Notre collaboration et notre découverte progressive de tous les savoir-faire de l'IGN continue. C'était un grand moment quand, il y a quelques années, nous avons d'abord pu accueillir, disons, l'intérêt de l'IGN de participer à ce projet, et l'IGN est rentré comme membre fondateur en s'impliquant de manière extrêmement importante et a donné une dimension qui est absolument cruciale dans un projet qui partait beaucoup sur les aspects patrimoniaux en nous rappelant que l'espace, les territoires, les villes et ce rapport spécifique aussi à la géographie fait partie de manière intrinsèque du patrimoine et des éléments qui seront importants pour notre futur, même si elles ne sont pas nécessairement dans les musées ou étiquetées généralement sous cette appellation. Et donc, comme c'était depuis le début une de nos ambitions, le fait de bénéficier de cette application nous permet encore, et nous permettra, j'espère, de faire cette convergence que nous essayons d'obtenir entre tous ceux qui s'intéressent au passé et au futur et qui tentent de faire converger leurs informations sur ces questions. Nous sommes dans une année absolument clé, 2019, il se passe des choses toutes les semaines bouleversantes, étonnantes, surprenantes. Une semaine juste avant l'incendie de Notre-Dame, vous aviez un événement qui pour nous est historique, c'est 24 pays qui signaient à Bruxelles une déclaration commune sur la numérisation du patrimoine culturel. Et je vous rappelle, rappelons qu'il s'agit ici d'un concept assez large. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine culturel? Ce sont les villes, les bâtiments, autant de choses qui sont au-delà des objets des musées eux-mêmes. Et en faisant cette déclaration qui mettait de manière très importante les risques environnementaux, les risques en termes d'attentats, il y avait une forme de prescience dramatique à ce qui allait se passer une semaine plus tard. Cette déclaration est intéressante à double titre, puisque ces pays qui s'engagent à agir sur le développement d'une stratégie européenne sur la numérisation du patrimoine devront rendre des comptes à l'Union européenne sur leurs actions qu'ils vont effectuer dans les 12-24 prochains mois. Ce type de déclaration a donné des effets assez importants dans la structuration européenne, en particulier sur ce qui a été le High Performance Computing. C'est une déclaration du même genre qui a conduit à créer une initiative à grande échelle de collaboration dans ce domaine il y a un an à peine. Donc nous étions dans l'euphorie de cette on va dire, cette grande étape historique, d'autant plus que rien n'est au hasard, puisque cette déclaration arrive exactement un mois après le début donc du projet Time Machine, qui est aujourd'hui financé pour les 12 prochains mois par l'Union européenne, pour définir, designer, implémenter une première version justement d'une architecture pour la numérisation et le processing au sens large des données culturelles et des données du patrimoine. Et donc cette synchronie, disons, de ces deux déclarations, le fait qu'en 2018, déjà nous avions appris que dans cette compétition, non seulement nous avions été sélectionnés, alors que nous étions des outsiders absolus, quand a commencé cette compétition sur les fêtes flagship il y a quelques années, le domaine dont nous parlons aujourd'hui, que ce soit les territoires ou que ce soit l'environnement ou le cultural heritage, n'était absolument même pas éligible sur ces questions-là. Et donc nous sommes arrivés un peu dans les années 2015-2006 à rajouter une ligne dans la proposition de projet, et nous avons reçu la meilleure note de l'ensemble des projets en compétition contre des projets sur l'intelligence artificielle, sur les énergies, autant de sujets sur la médecine, autant de sujets d'une grande importance pour l'Europe, et qui pourtant, dans leurs implications, dans leur réalisation, sont arrivés derrière cette proposition qui se propose de faire une action qui aura un maximum d'impact pour les Européens. Donc, situation intéressante dans laquelle il y a une convergence d'opinion, il y a une convergence d'intérêts stratégiques, et il y a justement un consortium qui s'est mis en place, qui travaille à définir ce que doit être une time machine européenne, comment l'implémenter, comment la rendre durable dans une forme de coopération entre l'Europe et les pays membres et les villes qui participent et les différentes institutions. Et donc je vais essayer de vous donner dans les minutes qui suivent un peu une idée un peu concrète de quoi il s'agit, quels sont les chantiers en cours,
sachant que par exemple certains aspects seront développés cet après-midi dans le cadre de la Venice Time Machine par Isabella Di Leonardo, qui rentrera plus dans le détail sur ce qui s'est passé en particulier dans l'expérience vénitienne. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vous montrer un premier film qui justement présente aujourd'hui de manière un peu grand public, mais qui a l'avantage en quelques minutes de résumer les acteurs et les enjeux du projet, ce qu'est aujourd'hui la Time Machine. The continent, Europe. In archives, beneath stones, in crumpled maps and winding streets, in pictures and paintings, in the depth of its green forests, history in Europe lies everywhere. How does one preserve and explore such a dense and fragmented past? How does one bring it into resonance with our contemporary world? In 2012, the Digital Humanities Lab at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne launched the Venice Time Machine and offered unique virtual immersion into history, thanks to the development of big data and artificial intelligence technology. Since then, dozens of European cities have taken similar steps. Each now contributes to the creation of a unified temporal exploration tool accessible to all. All these initiatives are now gathered within a consortium that groups together more than 250 European partners, universities, archives, research centres, and also private companies. Time Machine participants include historians, engineers, geographers, developers, entrepreneurs, researchers from a variety of backgrounds, as well as ordinary citizens, defenders of their heritage. Chaque ville du réseau de la Time Machine pose des défis particuliers. Et donc chacune des équipes qui reconstruisent Paris, reconstruisent Budapest ou reconstruisent Amsterdam ou Anvers nous permettent de développer des compétences spécifiques. I believe that the Time Machine is the future, how we will do digital humanities and humanities in the future. What we are striving after is really building things that are used to gain new insights. First step, collect and aggregate data thanks to digital tools and automate everything in order to carry it out on a massive quasi-industrial scale. So we have all those data, we have to store that properly and manage it properly, but we also have to make sense of the data. If you just present to the people thousands of terabytes of data, it's meaningless. Today, science and technology can profoundly transform the cultural heritage with an impact on research, education, new applications, economy, and society at large. Il y a cette idée d'être capable de fournir à l'utilisateur final des moyens complètement innovants de naviguer évidemment spatialement, même si ce n'est pas aussi évident que ça encore aujourd'hui, mais aussi de pouvoir naviguer temporellement. The past thus becomes an invaluable resource to develop new tools of knowledge, an essential testing ground to train algorithms and consolidate progress in artificial intelligence. The Time Machine will also provide Europe with a unique ability to preserve endangered heritage. Il doit y avoir une prise de conscience sur le patrimoine qui doit au moins être comparable avec ce qui est en train de se passer sur la chute de la biodiversité animale. Quand un site disparaît, ce sont des pans entiers de connaissances que nous ne pourrons plus jamais utiliser pour comprendre le présent et anticiper le futur. Preserving the past in order to withstand the test of time, but also to cope with the worrisome trends in living conditions on Earth and respond to the wayward ideology affecting our times. Notre rôle, c'est vraiment construire et mettre à disposition cette base de données, cette encyclopédie, exactement dans le même esprit que les encyclopédistes de la période des Lumières qui voulaient compiler des connaissances. Nous, on cherche à compiler dans ce nouveau matériau qui est le matériau numérique, cette richesse culturelle, cette richesse sédimentaire qui décrit notre passé.
the race for the digitization of our past will not only be run by representatives of our public and scientific institutions. There is still a risk of seeing our history privatized, which raises the question of our society's ability to tackle such an issue. You can argue that Google can do that better than anyone else, right? They have the best algorithms around. And I still think that it's crucial for Europe to do that on our own terms. If you imagine that an algorithm will only crawl those aspects of our cultural heritage that it finds most relevant to its advertisers, you only get a very partial idea of what the truth is. This is an issue of culture, identity, politics, economics, and ecology. The Time Machine Consortium must convince European society to share in this project. L'Europe est à un moment clé de son histoire et elle doit décider qu'est-ce qui est le plus important en termes d'investissement. Un des enjeux de Time Machine, c'est donner une possibilité d'ensemble négocier une histoire commune pour envisager et co-construire un futur. Voilà. Donc cette présentation, c'est en fait le trailer d'une série qui va faire compétition à Game of Thrones dans les prochaines semaines, qui sera diffusée par Arte et la télévision suisse romande, et qui a 10 épisodes qui rentrent beaucoup plus dans le détail de chacune de ces étapes. Et je tiens à souligner l'intérêt que portent les télévisions européennes à cette question. J'étais encore au téléphone hier avec un consortium de télévisions européennes qui, pour la première fois, peut-être avec l'Eurovision, ça c'est l'autre exemple, trouve un sujet qui est pan-européen, dans lequel des technologies qui sont construites dans un pays sont appliquées sur d'autres sites, sont analysées dans un troisième. Et donc il y a, au sein de l'importance, disons, à la fois locale et globale de ce projet, une possibilité, un intérêt de grands groupes sur ces questions, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aider, disons, les différentes parties prenantes à prendre conscience des choses qui sont importantes. De quoi parle-t-on sur Time Machine? D'un grand nombre finalement d'institutions qui participent. On parle de aujourd'hui presque 300, 225 ici, 19 archives nationaux, le Louvre, le Rijksmuseum, à peu près une centaine de partenaires académiques, des entreprises, aussi beaucoup d'éléments ministériels et surtout 33 institutions fondatrices qui, dès le début du projet, ont investi de l'énergie et de l'argent et nous ont permis en fait de préparer non seulement les dossiers mais aussi les premiers éléments d'infrastructure qui font qu'aujourd'hui, la Time Machine est dans cette position, disons, de proposition beaucoup plus élaborée que d'autres projets naissants, en fait, qui voudraient aborder le même thème. Et donc ça, c'est cette alliance qui s'est construite et qui s'est construite presque toute seule. C'est qu'il y a eu un certain nombre d'efforts que Isabella et moi-même avons fait pour essayer de convaincre un certain nombre de partenaires initiaux, mais il y a eu vraiment un effet de propagation, boule de neige, qui est très intéressante. À la vitesse où nous allons aujourd'hui, probablement, nous serons peut-être vers 1000 ou 2000 institutions dans quelques mois. Il y a une situation véritablement de progression qui est intéressante et qui montre la fécondité de l'enjeu. L'enjeu d'ailleurs de ces prochaines semaines, pour nous, c'est précisément la formalisation, disons, de ce réseau qui croît, et qui croît de deux manières. Qui croît, on va dire, horizontalement, c'est-à-dire avec des acteurs de différents types, des entreprises, des instituts de recherche, des municipalités qui ont des interactions, des demandes diverses et qui quelque part s'emboîtent les unes avec les autres pour former un puzzle efficient. Et donc un autre travail, c'est de précisément tenter d'arriver vers des métriques standards, une espèce de marché commun des échanges que peuvent faire ces différentes institutions concernant le processing du cultural heritage. Mais nous avons au centre du projet, et c'est ça un des éléments qui l'a porté depuis le début, l'idée des time machines locales, typiquement des villes, qui regroupent des acteurs très différents et qui concentrent, on va dire, des efforts dans ces directions. Et ça, à la fois, c'est une manière de traiter l'Europe au-delà
des pays, puisque c'est une Europe des villes, et comme nous travaillons sur des milliers d'années, la seule chose qui est à peu près stable, ce sont non pas les frontières, mais les villes. Et donc il y a toute une manière pour les villes de se réapproprier en fait, leur rôle et d'interagir en réseau entre villes sur ces questions. Mais c'est aussi une manière pour ceux qui tiennent à l'Europe, mais qui tiennent aussi à la localité d'un certain territoire, de donner de l'argent pour soutenir des projets qui ont des formes de localité, tout en mutualisant les efforts dans cette direction. Et c'est ce qui s'est passé en pratique. Donc nous avons levé de l'argent sur Venise, de l'argent a été levé sur Paris, sur Amsterdam, sur Jérusalem, des projets sont à Budapest, il y a aujourd'hui une vingtaine de ces initiatives, mais chaque semaine on reçoit des nouveaux consortiums d'institutions qui disent nous sommes prêts à partir sur Florence, nous sommes prêts à partir sur des villes en Pologne, etc. Et ce qui est intéressant, c'est cette dynamique entre de l'argent européen et des dynamiques locales qui conduisent, en mutualisant les efforts qui sont localement faits, de réinjecter ces efforts dans l'ensemble des autres initiatives qui sont faites à d'autres endroits. Donc, cette notion de local time machine, qui aujourd'hui s'est basée simplement au départ sur la duplication d'une certaine méthodologie que nous avions initiée à Venise, est en passe d'être justement formalisée, construite, et c'est le travail que nous faisons aujourd'hui dans le consortium pour permettre à la fois ces dynamiques locales et ce partage global. Le projet, sans rentrer dans le détail, est organisé en piliers. Vous avez toute une partie qui relève de la recherche. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de verrous technologiques et de recherche à lever concernant les données, concernant le computing, concernant la théorie qui va avec, parce qu'évidemment, quand vous abordez des espaces reconstruits, vous avez à définir des nouvelles formes épistémologiques, des nouvelles manières de créer de la connaissance, et donc il y a tout un effort collectif sur organiser un programme de recherche sur 10 ans sur ces questions-là, qui doit être en directe interaction avec le pilier 2, qui sont les infrastructures, c'est-à-dire concrètement comment s'organise de manière distribuée, en tenant compte des opportunités et des contraintes de chaque pays, une machine de cette taille, sans que nous finissions à mettre tout à un seul endroit, évidemment en Europe, ce qui sera jamais acceptable par aucun des partenaires. Et de cette manière, nous définissons d'abord des standards, puis petit à petit des éléments d'infrastructure, et ça se construit, comme s'est construit le World Wide Web à l'époque, dans une forme de concertation. C'est une construction qui est technologique, mais qui conduit aussi à construire des communautés diverses, communautés de chercheurs, communautés de développeurs, communautés de citoyens qui tiennent à reconstruire leurs rues, leurs quartiers. C'est un grand travail finalement de management et de construction qui se fait évidemment par l'intermédiaire de plateformes que l'on est en train de construire. Et puis, c'est Local Time Machine que je mentionnais, qui sont le moteur véritablement du développement et la durabilité du projet, et qui permettent d'agréger sous les formes de maturation successives les efforts sur certaines villes. On commence par simplement des groupes d'acteurs qui ont envie de travailler ensemble. Petit à petit, ils commencent à s'organiser autour de protocoles communs. Au bout d'un moment, on obtient une densité informationnelle sur le passé qui permet d'aller vers des simulations, des représentations 4D, c'est-à-dire à la fois du passé et des projets sur le futur. Donc cette maturation, cette méthodologie qu'on imagine comme une forme de franchise qui s'organise et qui se déploie à l'échelle européenne, c'est le cœur du modèle de la time machine. C'est ça qui le rend aussi différent d'une forme de grande quête où tout d'un coup le cultural heritage est important, on demande beaucoup d'argent et puis dans 10 ans on n'a plus d'argent sur ces questions-là. Nous voulons créer un modèle qui est durable et qui tient la route sur ces questions. Et puis vous avez les modèles d'exploitation, ce pilier 3, qui se divise en 3 grandes zones, une zone vraiment dédiée à la connaissance, à la construction de nouvelles connaissances, dans ce qu'on appelle le scholarship en anglais, dans le monde universitaire, mais pas forcément seulement, le monde de l'éducation, qu'est-ce qui change quand vous avez autant de données, et puis des plateformes qui sont dédiées à des domaines d'application spécifiques, on parle évidemment des domaines culturels, mais aussi les médias, les creative industry, mais aussi des nouvelles formes de tourisme évidemment, mais aussi le smart cities et les questions de la planification urbaine, et enfin, ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est tout ce qui concerne les territoires, la capacité d'évaluer, de discuter, de préparer des données au niveau des évolutions en fait, territoriales, au niveau à la fois local, politique, administratif et avec les acteurs. Donc ça, la manière de construire ces plateformes, c'est un enjeu. On n'aura pas toutes les solutions dans les 12 prochains mois, mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est définir les contours, être bien sûr que nous ayons tous les partenaires les plus importants à bord, de manière à ce que progressivement, cette donnée de base qui s'accumule puisse trouver son utilisation spécifique. Essentiellement, si j'avais à résumer l'idée
générale, l'idée de départ, c'est l'idée que nous avons des informations extrêmement denses sur le passé, et d'une certaine manière aussi sur le futur probable, mais sauf qu'elles sont dans des formes qui sont aujourd'hui difficiles à extraire, mais que grâce au progrès de l'intelligence artificielle en particulier, de la robotique et d'autres technologies nouvelles, nous avons la possibilité de faire le lien entre ces informations qui étaient, on va dire, isolées, éparpillées, et des reconstructions qui s'alignent sur l'espace et sur le temps, et qui prennent typiquement la forme de l'évolution temporelle d'une ville, comme ça a été le cas en particulier sur Venise. Et c'est cette, on va dire, pipeline que nous construisons, et qui part d'une représentation symbolique assez simple, qu'on appelle le champignon informationnel. Beaucoup d'informations sur le présent, sur les 10 dernières années, de moins en moins d'informations plus vous allez dans le passé. Une nécessité, si vous voulez prolonger, faire un pont entre les techniques qui sont utilisées aujourd'hui sur l'Internet du présent, sur le web du présent, et celles du passé, la nécessité de densifier ce passé d'une manière ou d'une autre. D'abord, en numérisant massivement et en montrant que l'information est là, et c'est une chose que nous avons en permanence là. Nous sommes réconfortés sur cette idée-là. Il y a énormément d'informations, elle est simplement éparpillée et difficile à accéder aujourd'hui. Et puis, en introduisant une autre dimension, qui est la dimension de la simulation, qui est la dimension de l'extrapolation, qui est une nouvelle science d'une certaine manière, qui, sur la base des données et sur la base d'un processus aussi discursif et collectif, permet de passer de ce qui sont encore des snapshots temporels à des continuités spatio-temporelles, et qui nous permettent sur cette base d'avoir cette fluidité, typiquement construisant des Google Maps du passé, des Facebook du passé, des search engines qui sont capables de trouver des documents dans le passé, et qui rendent cette espèce de continuité ou cette dimension temporelle au web et à l'Internet, dont il faut se rappeler, aujourd'hui, nous n'avons pas du tout la présence. C'est-à-dire que toutes les technologies qui sont développées depuis 20 ans ont mis le temps absolument en parenthèse, et c'est ça qui, aujourd'hui, est reconstruit par ce projet. Dans les minutes qui me restent, j'aimerais juste vous faire une balade dans ce qui est cette grosse machine, comment elle s'organise aujourd'hui, et comment elle part justement de la numérisation, l'extraction des connaissances, la construction de ce champignon informationnel, cet élargissement, et l'importance de quelques machines comme la simulation 4D. Je ne parlerai pas des deux autres moteurs par faute de temps, mais ce sont essentiellement ces éléments d'infrastructure qui vont vous permettre peut-être de comprendre un tout petit peu plus en détail, au-delà des présentations un peu générales, de quoi nous parlons. Typiquement, ce qui est important à retenir aujourd'hui sur la numérisation, c'est que le monde n'est pas numérisé, ou que très partiellement numérisé, contrairement à ce qu'on entend, et que des technologies sont en train encore d'arriver sur toutes ces questions. Je ne développerai pas l'exemple vénitien, mais ça a été le choc émotionnel initial, c'est-à-dire 80 km de documents dans une archive, même pas 1% qui a été numérisé, même pas 1% probablement qui a été lu. Et donc comment vous pouvez avoir autant d'informations et aussi peu d'accès à cette information, et ça nous a conduit dans les 6 dernières années à développer des nouvelles technologies de numérisation, certaines état de l'art, certaines au-delà de l'état de l'art, certaines relevant simplement de la bonne organisation, de la logistique, ou simplement du déploiement un peu plus efficace sur ces questions, mais aussi d'autres, plus au niveau de la recherche, ouvrant des perspectives différentes, à discuter, à critiquer, à développer entre l'idée et la machine, comme celle, par exemple, de la capacité de numériser les livres sans les ouvrir, puisque quand vous faites un peu de travail sur ces questions, vous vous apercevez que ce qui est très long, c'est la manutention, évidemment, et donc autour, par exemple, de technologies qui relèvent de la tomographie, qui sont des technologies qui sont d'une certaine manière état de l'art, qui sont utilisées simplement dans d'autres domaines comme le domaine médical. Une partie des projets de recherche initiaux de la Venice Time Machine a été consacrée spécifiquement à démontrer la faisabilité de technologies qui permettraient, en particulier dans le cas d'un grand nombre de documents du passé de plus de 200 ans qui contiennent des encres qui ont du métal à l'intérieur, de pouvoir virtuellement, vous voyez, lire les livres et extraire automatiquement ces questions. Alors ça fait partie justement de toutes ces technologies qui, quand nous les avons annoncées il y a 6 ans, les gens n'y croyaient pas, ne voulaient pas penser que nous faisions du bluff strict. Aujourd'hui, au sein même, on va dire, du projet, au-delà de ces travaux qui ont été menés par Fozzi Albertin et Giorgio Marcaritando dans les premières années, vous avez des discussions qui sont construites à travers de plusieurs partenaires sur comment on pourrait construire des machines de ce genre qui sont capables potentiellement de numériser d'une manière beaucoup plus industrielle, beaucoup plus massive. C'est le point important, c'est l'arrivée de nouvelles technologies d'imagerie, de nouvelles technologies de robotique qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train
de changer les données du territoire. Nous ne sommes plus dans la numérisation des quelques pièces rares d'un musée qui va être grandement célébré, nous sommes dans la numérisation industrielle du passé. Ici, notre partenaire Picturae, qui est un des membres fondateurs du consortium et qui développe depuis plusieurs années vraiment une notion industrielle de la numérisation du document fragile. Ici, nos partenaires en Allemagne, Fraunhofer, qui ont une chaîne de numérisation d'objets entièrement automatique, qui fait d'abord avec un dôme qui construit un premier modèle 3D, puis avec un bras robotique qui calcule entièrement les parties qui sont cachées par rapport à cette espèce de numérisation, et ce qui vous permet véritablement de commencer à sortir de l'ombre ces énormes quantités d'objets qui sont aujourd'hui dans les caves, dans les dépôts, et pas du tout présentés au public, et donc hors du chemin de la connaissance. Et puis, éventuellement, ici, je montre quelques images d'Iconem sur la numérisation par drone. Vous connaissez ce genre de technologie, mais c'est important de les remettre dans cette perspective parce qu'elles rentrent dans la même logique, c'est-à-dire la capacité petit à petit à une opérationnalisation de la numérisation quasiment automatique, quasiment décidable à la minute, on demand, qui permet de l'agilité, qui permet la capacité de progressivement tenter de rencontrer ce défi immense de rendre le monde numérique et de se rappeler qu'il ne l'est pas du tout au moment où nous parlons encore aujourd'hui. C'est évidemment la première étape. Et ce qu'il faut ensuite, c'est extraire de la connaissance sur ces éléments-là. De nouveau, ici, des éléments ont été extrêmement nouveaux. C'est la capacité d'architecture générique à traiter des problèmes qui sont spécifiques à chaque document. Parmi les grands moments qui ont été transformés dans les 2 dernières années, c'est l'arrivée de systèmes de segmentation qui permettent, avec la même architecture, de trouver des informations dans des documents anciens imprimés ici, sur des photos, d'extraire des informations qui relèvent de choses très compliquées en termes de segmentation sur des documents anciens, et ce, sans développer un projet spécifique, sans développer une architecture spécifique, mais simplement en entraînant, en quelques exemples, finalement, les systèmes aujourd'hui de deep learning arrivent de manière efficace à résoudre des problèmes qui semblaient impossibles il y a 4-5 ans. Et ça, cet élément-là, dans la capacité à extraire les connaissances, à aller au-delà des éléments numérisés, ça je montre des documents de la Bibliothèque nationale de France ici, qui ont travaillé depuis quelque temps sur justement tester cette généricité, est très important parce que ça nous permet non seulement de rendre les documents cherchables, mais d'extraire de l'information, ici par exemple des tables cadastrales vénitiennes ou des cadastres même qui sont segmentables, numérisables, lisables, enfin, retrouvent finalement une forme de reverse engineering des systèmes informationnels du passé sur la base de ces technologies génériques. Et comme elles sont génériques, on peut les déployer aussi à l'échelle européenne et de manière distribuée. Autre élément, le verrou qui est en train de se lever, la reconnaissance des écritures automatiques manuscrites, évidemment. Autre domaine sur lequel il y a 6 ans, tout le monde nous expliquait que c'était pas possible. Il y a eu un projet européen READ qui s'est développé sur ces questions-là. Ici, ça c'est nos résultats sur les données vénitiennes. Nous sommes meilleurs que les performances d'un Italien, on va dire, normal sur ces écritures-là. Les plus grands experts, évidemment, arrivent encore à lire un tout petit peu mieux ces éléments, mais essentiellement, les performances que nous avons en reconnaissance des écritures sont autour de 5% d'erreurs par caractère, ce qui rend pas forcément encore possible de créer un document Word absolument autonome, mais qui rend absolument la recherche possible. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est déployé sur les premiers prototypes de moteurs de recherche qui sont construits sur le projet Time Machine. Ici, vous avez le prototype Diamond qui est en ligne, que vous pouvez tester, diamond.timemachine.io. Vous tapez Tiepolo, vous allez trouver des annotations faites par les gens qui participent au projet, qui ont noté des personnes s'appelant Tiepolo dans des documents, mais vous trouvez aussi ce qui a été reconnu automatiquement par des algorithmes. Le mot Tiepolo ici a été lu uniquement par une machine, et de même que la colonne que vous voyez sur la gauche qui correspond à une parcelle cadastrale, cet élément a été reconnu automatiquement par une machine, comme la structure de ce cadastre ici, qui nous permet, dans le cas précis, de retrouver la parcelle sur laquelle cette personne en particulier habite. Et ça, ce genre de désenclavement de l'information, c'est un monde entier qui est en train de réapparaître sur la ville du passé, sur la population du passé, avec des centaines de millions de personnes. Ça vous permet aussi, sans nécessairement travailler sur simplement les écritures, de travailler aussi dans le domaine des images. Ici, les moteurs de recherche visuels qui sont sur la plateforme Time Machine déjà. Vous cherchez une peinture
peinture de la place Saint-Marc, et vous trouvez au-delà des différences qui vont unir des gravures, des peintures, des dessins, des dizaines ou des centaines d'autres peintures qui sont ici sur la même perspective exactement, et qui vous permettent à différentes époques temporelles, et vous permettent justement très efficacement d'aller reconstruire différentes représentations ici. Vous avez la possibilité de travailler non seulement sur les images, mais sur des images partielles, par exemple en disant je m'intéresse simplement au campanile et je veux trouver toutes les images qui contiennent le campanile, et ça vous permet immédiatement de libérer le système de la perspective et de commencer à trouver non seulement des images comme celles que vous avez vues précédemment, mais aussi des images qui correspondent à d'autres visions sur la même scène. Ça, dans la reconstruction des villes du passé, c'est un élément clé, parce que pour naviguer dans les millions d'images, on parle d'une numérisation d'un million d'images à Venise, il est impossible de le faire avec notre mémoire. Vous avez véritablement besoin de cette logique visuelle qui va vous permettre de petit à petit en fait travailler sur des très grands ensembles d'hypothèses. Bon. Donc, vous avez aussi, là je montre un exemple du système qui a été développé par Iconem et qui va être réintégré aussi à la plateforme générale, la possibilité de lier ceci aux nuages de points. Les nuages de points sont d'autres entrées, disons, dans le système. Ils ont l'avantage, comme les photos que vous avez vues précédemment, de construire des graphes petit à petit, liant les choses les unes aux autres. Ici, le modèle des craques de chevalier dans lequel vous réalignez des photos qui ont été prises à différentes époques, vous les remettez dans l'espace et le temps. Ces photos elles-mêmes, vous pouvez les rentrer dans le moteur de recherche que je vous ai montré précédemment, qui vous permet de trouver des photos similaires et de petit à petit commencer à créer ce grand grade de connaissances. Donc, ces éléments construisent petit à petit ces big data du passé, comme nous les appelons, qui sont simplement une forme de série d'éléments qui étaient séparés, qui sont aujourd'hui ensemble réalignés comme peuvent être alignés les documents. L'enjeu, c'est petit à petit de transformer cette densité informationnelle en un modèle continu. Et pour ceci, se développe aujourd'hui un certain nombre d'outils. Je vous montre un autre exemple ici de ce qui est sur la plateforme Diamond, qui est un moteur qui a aussi des similarités avec certaines choses, évidemment, que vous avez développées dans le cadre de l'IGN, mais qui permet justement la comparaison des modèles ici vectoriels avec les éléments qui leur ont donné naissance, en introduisant déjà ces éléments de remplacement dans l'espace et le temps. Dans un cas, vous partez d'un cadastre d'il y a 200 ans, dans l'autre cas, vous partez de la photo satellite, et petit à petit se construit un modèle qui est toujours en négociation, mais qui donne cette espèce de continuité. Ici, la vidéo de ce qui a été montré à la Biennale de Venise l'an dernier, avec le premier modèle complet de Venise qui lit sur 1 millier d'années ces informations. Bien, cette grande densité informationnelle ici vectorielle, qui a une certaine résolution, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de la lier avec des informations qui viennent d'autres types de sources. Je vous montre ici un exemple qui part des données de l'IGN, justement, dans lequel, à partir des photos aériennes, en utilisant la photogrammétrie, des modèles 3D de la ville de Paris ont été reconstruits et ont été replacés dans une frise temporelle. Vous ne voyez peut-être pas très bien au-dessus, mais on est en train de redescendre dans le temps en réalignant les modèles les uns par rapport aux autres sur une grande grille qui finalement sert d'index spatio-temporel dans lequel l'espace est découpé de manière multi-échelle à la fois temporellement et spatialement, et qui vous permet petit à petit de lier aussi bien la donnée ici encore photographique et photogrammétrique dans le temps, avec la donnée qui peut être ici vectorielle, passant d'un modèle à l'autre et allant au-delà du modèle particulier. C'est-à-dire, ce qui est très important, ce que vous sentiez, c'est ce passage de ce qui relève d'un cas spécifique à un cas général dans lequel vous avez une grande agilité, une grande fluidité pour contenir l'ensemble des éléments ensemble. Évidemment, à l'échelle de l'Europe au moins, du monde potentiellement, avec ces technologies. Donc, il y a beaucoup d'éléments technologiques de levier à avoir. Ça s'appelle des moteurs parce que, faisant ceci, vous allez réviser aussi les évidences qui nous sont données par chacune des données qui ont été extraites. Potentiellement, le modèle, quand il est confronté à une photo ancienne, va être vu de manière différente. Quand il est mis dans la continuité de mesures qui sont extrêmement variées, va être lui-même transformé, etc. Parce que le temps me manque, juste vous dire qu'évidemment, ça constitue la base
de ces big data du passé, il faut développer spécifiquement des plateformes d'accès, que ce soit pour la communication, que ce soit pour expliquer ceci à des publics variés, ou que ce soit pour le monde des industries du jeu, ou pour le développement des éléments de gouvernance à l'échelle territoriale. C'est un grand travail qui est effectué, sur lequel d'ailleurs l'IGN est responsable avec d'autres partenaires, ce qui va nous permettre progressivement d'essayer de définir les contours de ces utilisations. Dans l'intermédiaire, une utilisation simple, immédiate, c'est ces premiers moteurs de recherche, c'est Google du passé qui agrège des informations. Vous pouvez essayer diamond.timemachine.eu si vous le souhaitez. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste terminer en vous disant que ce que ambitionne de faire le projet, c'est connecter ces informations du passé, les informations du futur sur ce qu'on sait ou ce qu'on imagine sur la ville. Il y a une grande symétrie sur la reconstruction du passé et la reconstruction du futur. Il y a des grands enjeux qui sont similaires en termes d'incertitude. Et ce qui se joue, c'est beaucoup plus que simplement de la documentation du patrimoine. C'est véritablement une espèce de plongée de ce qu'est le web aujourd'hui dans une autre dimension et dans une autre reconfiguration, dans lequel cette indexation spatio-temporelle pourrait au moins être mise en parallèle à la manière dont on cherche aujourd'hui dans le grand encyclopédie ou dans le grand graphe qui est le web, mais devenir potentiellement un moment plus important. Et c'est pour ça que quelque part ce qui est en jeu, c'est la création d'un operating system pour ce monde 4D. Et si on se projette vers 2030, si tout va bien, si les dynamiques continuent comme elles arrivent, nous serons dans une situation intéressante parce que nous aurons créé ensemble, avec de l'open source, avec de la collaboration, l'outil qui sera notre première voie d'accès vers notre futur, notre passé et notre territoire. Je vous remercie. Alors c'est toujours un peu difficile à chiffrer. Nous avons eu de l'investissement initial qui a été donné par des fonds philanthropiques à hauteur de quelques millions d'euros à peu près, qui a été ensuite matché ou à peu près sous 2/3 par des fonds académiques. C'est-à-dire ça nous a permis de gagner, je crois, 3 ou 4 projets sur des enjeux spécifiques, à la fois par le Fonds national suisse et à la fois à l'échelle européenne sur les questions, par exemple, de reconnaissance des écritures. L'effort, ceci dit, principal, outre une quinzaine, vingtaine de chercheurs qui étaient impliqués, a été aussi en grande partie fait par près de 300-400 étudiants. C'est la Time Machine avec Isabella est notre sujet de cours principal. Nous enseignons en chaque année en ayant tous les étudiants qui travaillent directement sur des aspects du projet et ça représente en termes d'effort une chose qui est non négligeable, alors à la fois parce qu'en termes de création de code, ce genre de choses, mais aussi évidemment en termes d'émulation, puisqu'une grande partie de ces étudiants aujourd'hui sont maintenant ou font des thèses, ou dans certains cas sont dans l'industrie et sont autant d'ambassadeurs s'ils ont été convaincus du projet. Et donc voilà, donc c'est un projet qui est né de manière académique, qui est toujours un projet académique, qui a comme ambition d'ailleurs dans les 6 prochaines années de faire le lien précisément dans cette dimension, on va dire, quadridimensionnelle de la ville, c'est-à-dire qu'il s'est concentré dans les 6 premières années à démontrer qu'il y avait une grande densité d'informations dans les archives, mais qu'on pouvait la montrer. Et donc, en 2018, ce grand moment à la Biennale de Venise, dans lequel les résultats de la Venice Time Machine étaient présentés en même temps que des scénarios sur le futur de Venise, dans le pavillon di Venezia, était pour nous un moment clé parce que la ville a pris conscience de cette importance. Et la manière d'agréger l'ensemble de ces choses, c'est en se concentrant aujourd'hui sur la numérisation de la ville elle-même. Venise, comme d'autres objets précieux, n'est pas numérisé. Et donc si demain vous avez des incendies, en plus de l'Aqua Alta qui de manière régulière endommage une grande partie de la ville, vous n'avez aucune manière non seulement de savoir exactement l'étendue de ces dégâts parce que vous n'avez pas un modèle complet de la ville pour le voir, et puis surtout, si vous voulez envisager des scénarios du futur et les lier aux scénarios du passé, vous n'avez que peu de manières de faire pivoter ces choses les unes par rapport aux autres. Et donc nous pensons que c'est une leçon très importante pour toutes les villes, mais comme le cas de Venise nous a servi, on va dire, un peu d'expérience depuis le début, nous continuons en parallèle à montrer ce que peut devenir en essayant de développer les financements, les
des consortiums pour numériser la ville dans son ensemble, avec la ville elle-même, et en démontrant que c'est un investissement qui lui servira pour les 100 prochaines années, si elle est capable de le rendre durable et actionnable dans le temps. Voilà. Alors, effectivement, il y a une situation de grand vertige. Outre le fait que la numérisation et la sauvegarde, par exemple, des données entre 2020 et 2000 est un sujet qui est extrêmement délicat, le web, on doit être très pessimiste sur notre capacité de comprendre en 2100 ce qui était en train de se passer aujourd'hui, et donc qui va donner un caractère extrêmement... la crise de la documentation qu'a introduit le web en détruisant la notion de document met à mal et donne la possibilité d'une révisionnisme absolu sur le passé. Ça, c'est un premier élément. Et le terrible, on va dire, match qu'il existe entre les technologies de reconnaissance et les technologies de génération, qui fait qu'exactement presque à la même vitesse, vous arrivez à comprendre la structure d'un document, vous êtes capable d'en générer un faux qui représente exactement la même chose. Vous générez des villes, vous générez des fausses villes potentiellement de la même manière. Donc on est dans une forme de dynamique qui est extrêmement préoccupante et qui évidemment nous oblige à aller le plus rapidement possible dans la capacité d'établir des processus d'alignement et de concordance collective et, on va dire, horizontaux, c'est-à-dire ne dépendant pas de la décision de peu de personnes, sur ce qu'a pu être le passé et ce qui correspond effectivement à des correspondants réels des réplications virtuelles de ce que nous avons. Et donc cet enjeu est un enjeu absolument crucial. Et donc, quoi faire, à part travailler à l'arrivée des données, aux processus qui nous permettent collectivement d'en garantir l'authenticité, par différents procédés techniques, mais pas seulement, par la capacité de développer la gouvernance juste sur ces étapes-là et de ne pas laisser dans les mains de quelques acteurs leur capacité à réécrire complètement un monde différent sur la base des données qu'ils auraient accumulées eux. Voilà, c'est l'enjeu qui se joue en Europe aujourd'hui. Maintenant, il faut faire attention, c'est-à-dire que l'Europe est précautionneuse sur beaucoup de points, en même temps qu'il y avait la déclaration sur le numérique, nous avons eu la déclaration évidemment sur le droit d'auteur, la déclaration sur l'intelligence artificielle humaine, autant d'éléments dans lesquels l'Europe se positionne toujours comme ceux qui font attention, mais qui doivent tout de même s'inscrire dans une globalité, et il n'est pas impossible quand nous aurons des dynamiques parallèles en Asie, en Afrique et aux États-Unis de reconstruction du monde, que des versions divergentes arrivent et que la version européenne plus, on va dire, soucieuse, plus protectrice de la vie privée arrive aussi comme une version beaucoup plus pauvre et qui conduirait un certain nombre de personnes qui veulent l'information juste à simplement se connecter sur un autre continent par un VPN, comme le font les Chinois ou d'autres, pour avoir accédé à cette information perçue comme étant non filtrée. Donc, voilà, il y a une situation complexe pour l'Europe d'être à la fois capable de créer les technologies justes, partagées, qui nous permettront demain à faire ce combat sur la connaissance, et c'est pas un combat qui est gagné. C'est-à-dire qu'il est possible que tout ça disparaisse parce qu'il y aura une inversion du nombre d'informations fausses par rapport à l'information juste, par une question simplement de puissance. Ce faisant, elle doit faire attention à privilégier quand même la connaissance par rapport à l'enjeu potentiellement du dommage possible pour le particulier, même si c'est évidemment un sujet sociétal. Ce sera probablement le début d'un débat qui doit avoir lieu à différentes échelles pour que parce que c'est une décision qui est tellement politique qu'elle doit être, espérons-le, collectivement prise, tout en ayant un enjeu sur ce que ça veut dire du point de vue global que de prendre ces décisions. Désolé pour la réponse un petit peu longue, mais c'est un gros sujet très inquiétant. Ça, c'est pris dans un coût général des infrastructures numériques et de leur coût important, de leur impact écologique global. La question spécifique, nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons réussi à montrer, c'est que nous étions du big data grand,
on n'est pas forcément encore les plus grands sur ces questions-là. Ce sont des choses qui sont prises au sérieux globalement à l'échelle européenne sur le high performance computing. Ça rentre dans une réflexion générale. Les coûts doivent être évalués non seulement dans leur coût effectif immédiat, mais dans leur coût sur le long terme. Ce qui est en jeu ici, c'est l'accès à la connaissance, et c'est dans ces choix qui doivent être faits, tout en travaillant sur l'optimisation et la capacité de rendre ça durable malgré tout. Il faut, et sans opposer cette numérisation à la disparition des preuves matérielles. On doit construire un maximum de coussins de sécurité si quelque chose allait mal dans la société numérique qui la rendait absolument non durable et vouée à la destruction en 2050 ou 2060. Ceci dit, ça fait partie d'un problème plus large, et dans cette perspective-là, nous pensons que nous utilisons bien nos calories dépensées en fait, pour refroidir les centres de données. Voilà. Tout le grand enjeu technologique, c'est de faire des systèmes qui sont end-to-end, c'est-à-dire qui sont capables de comprendre les conséquences d'une interprétation changeante sur une personne donnée, liée à une chaîne de conséquences humaines et machiniques sur globalement les contraintes d'une certaine reconstitution du passé. Ce sur quoi il faut insister, c'est que ça n'a pas lieu du tout en histoire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, ou très peu, sauf sur certains points, de procédé qui va détecter les incohérences. Il y a des points d'attention où tout le monde s'interroge sur les objets. Mais si vous prenez une thèse de doctorat qui reconstitue les trajets des bateaux au XIIIe siècle au travers d'un travail d'archives, et qui va vous dire exactement quand partent les bateaux, etc., elle va être jugée sur sa qualité méthodologique, sa qualité interprétative, sa qualité critique. Quand nous la prenons et que nous la transformons en données, nous nous apercevons qu'il y a des incohérences dans les données. Personne les a vérifiées, ou de la même manière que personne ne vérifie quand un livre ou une nouvelle publication d'histoire, est-ce que cela va contredire une autre représentation d'histoire. Nous sommes dans un domaine qui est en grande partie non contradictoire. Et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est déjà amener la contradiction, nous apercevoir comment, au détail, disons, le détail d'une biographie d'un peintre insistant sur une particulière année de fondation d'une église, argument mineur dans le propos qui est fait dans cet élément-là, vient contredire potentiellement une information qui est ailleurs, ceci avec des conséquences qui peuvent être en chaîne du point de vue du fait que si l'église a été faite 10 ans après, et bien à partir de là, le baptême de telle autre personne n'a pas pu avoir lieu à cet endroit, etc., etc. C'est ce que nous appelons, c'est un moteur que je ne vous ai pas présenté ici pour faute de temps, mais qui est ce grand système de test justement de la cohérence historique, et qui fait que quand arrive ce document, nous voudrions que l'ensemble des signaux s'allument, disant « Oh là là, l'arrivée de ce document provoque une crise ». Dans la représentation qui est ici, qui va conduire ou à une séparation de mondes, ce qui est potentiellement gérable, mais qui ne peut pas arriver, pas faire tous les mondes possibles. C'est pas, on va dire, bien pour la connaissance, de ce point de vue-là, c'est un relativisme trop grand. Le fait de le détecter, c'est quelque chose d'important. C'est malheureusement un problème technologique difficile, parce que vous travaillez sur des milliards de faits qui eux-mêmes ont des milliards de conséquences. Et en partie à cause du développement du deep learning, qui a été un grand succès, qui aujourd'hui conduit des générations entières d'étudiants à ne faire que des réseaux de neurones, vous avez une partie des technologies qui permettaient de faire ça il y a 10-20 ans sont un peu délaissées, en tout cas beaucoup moins à la mode, qui sont les technologies de l'intelligence artificielle symbolique, et leur capacité à passer à l'échelle, ce dont nous avons besoin ici, est un des grands enjeux. Et donc et je pense qu'il va y avoir un retour, parce que c'est précisément sur le point que vous mentionnez qu'elles sont utiles, le moment où nous nous dit quel est le problème avec ce document que j'introduis à ce stade, qu'est-ce qu'il vient contredire. Et donc pour ça, nous sommes en train de recruter tous les gens qui sont à la retraite aujourd'hui dans ce domaine-là, en leur disant qui sont encore les gens qui continuent malgré le fait qu'il n'y a plus les projecteurs sur ça, comment est-ce que nous pouvons tracer les plans de cette machine à tester les incohérences, à interpréter la manière de trouver d'autres mondes qui les rendent cohérents. Et c'est un problème qui est passionnant épistémologiquement, technologiquement, mais qui malheureusement
manque un tout petit peu d'étudiants pour le moment. D'abord, on va parler des briques technologiques. Donc, nous imposons, nous exigeons que les briques technologiques qui sont développées dans le cadre du projet soient effectivement open source, mises sous GitHub, permettant une transparence et surtout la capacité de faire des forks, la capacité d'être tranquille par rapport au fait de faire éventuellement des mauvais choix, sachant que d'autres potentiellement pourront faire les bons choix derrière, etc. Aussi parce que de deux choses l'une, ou bien ce que nous sommes en train de faire est important, et il semble qu'il y a une attention qui est en train de croître, vraiment depuis quelques mois, et donc normalement nous allons avoir d'autres acteurs qui vont arriver et qui vont proposer des solutions tout faites, et ces acteurs sont bien plus puissants que nous le sommes. Même si l'Europe investit 1 milliard sur cette question-là, rappelons que Google, sans les diaboliser, ont 100 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc et sinon on parlait d'1 milliard sur 10 ans. Donc nous sommes dans des rapports de force qui font que face à une ruée vers l'or, où il y a de l'or dans le passé, où il n'y en a pas, et donc on est en train de perdre notre temps, notre argent, où il y en a, et dans ce cas-là, vous allez avoir très rapidement un certain nombre d'acteurs qui vont venir. Nous devons passer dans un mode, disons, un peu, comme on va dire aujourd'hui, ambitieux, à un mode de protection d'un minimum qui serait cet ensemble de technologies qui permettront à ceux qui souhaitent maîtriser les moyens dans lesquels ils vont accéder sur le passé, dans le futur, d'avoir au moins ça. Quelle que soit la proposition déjà toute faite qui peut arriver par ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment un sentiment pour nous d'une course contre la montre et d'une malédiction de nouveau, parce que vous découvrez un territoire et vous savez que plein de gens vont arriver derrière et que donc vous devez vous garantir qu'il y aura les manières de l'explorer. On parle ici des technologies et du patrimoine technologique qui est associé à ceci. Les données, c'est encore autre chose. Il y a des lois complexes européennes, il y a des directions et des choix qui sont faits à l'échelle européenne aujourd'hui qui vont pas forcément dans l'idée de l'ouverture et du partage, puisqu'il y a l'idée au contraire de l'exploitation, voire même de l'exploitation des données secondaires qui sont extraites de l'information. Il y a beaucoup de zones grises. Nous avons des kilomètres d'informations. Nous extrayons un réseau du passé de l'ensemble de la population vénitienne. Ce réseau du passé extrait avec nos technologies appartient-il à ceux qui avaient les documents précédemment? Ça, c'est des questions sur lesquelles les pays européens se positionnent. La France se positionne pas forcément nécessairement comme on souhaiterait, mais puisqu'ils ont toujours défendu de très très fortes notions de propriété intellectuelle étendue sur ces questions-là, ce qui peut poser des problèmes. Il faut le voir en pratique. Mais c'est un autre enjeu sur lequel on médite. Mais... Le troisième point, ensuite, c'est l'ensemble des services des entreprises qui construisent, à partir de là, des plateformes. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez ces big data du passé. Une entreprise peut tout à fait dire « je vais faire l'audio guide, je vais faire le guide virtuel de toutes les villes d'Europe ». Aujourd'hui, on est dans un domaine où c'est pas du tout structuré. Vous allez, si vous voyagez un peu, vous téléchargez une application différente sur chacune des villes. L'expérience n'est pas forcément satisfaisante, bien sur une ville, mal sur une autre. Il y a un marché à prendre sur cette question-là. Il y a plein de manières de le faire mal, et plein de manières de le faire bien. Et il y en a probablement, si quelqu'un le fait, il y aura beaucoup de perdants et un gagnant. Il faut qu'ils le fassent évidemment dans une situation où leur investissement est protégé. Et donc il y a la possibilité de construire de ce point de vue-là, autour des données qui ont été faites, des services de plateforme qui ne sont pas ouverts, parce qu'ils sont simplement du service par-dessus. Ce que nous essayons de démontrer à l'Europe et à tout le monde, c'est que vous pouvez maintenir la connaissance, ces big data du passé, de manière ouverte. C'est que vous n'avez pas besoin de faire de la privatisation des données pour avoir un avantage concurrentiel sur votre marché. Si je fais l'audio guide ou le visio guide du tourisme de l'Europe, et je développe du coup un très beau modèle, une entreprise, je peux le faire sans nécessairement confisquer l'ensemble des données européennes sur ces questions-là. C'est pas du tout aujourd'hui ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui on dit si vous avez les données, après les gens pensent que c'est du capital. Nous essayons de démontrer qu'on peut avoir du capital commun et malgré tout de la compétition, du service et de l'entrepreneuriat. Le futur le dira si ça marche ou pas, mais si ça marche pas, on est problématique, parce que j'espère avoir montré que vous avez les mêmes données qui servent aussi bien à imaginer le territoire de demain, à créer des programmes de jeux, ou à créer de la culture, ou à créer de l'analyse. Il est impensable qu'un seul acteur se les approprie. Et j'insiste encore un point là-dessus parce que ça a déjà eu lieu et ça a encore eu lieu dans un certain nombre de domaines du patrimoine qui ne sont pas protégés de ce point de vue-là. Le domaine de la généalogie depuis 15 ans a conduit à un monopole quasi exclusif de 2 entreprises au monde qui ont la main mise sur l'arbre généalogique de l'humanité, fait à partir de données qui ont été faites par des amateurs ou pris collectivement dans le monde académique et qui aujourd'hui sont dans une situation de monopole croisé avec la génétique, qui est une très grande force. Okay. Et vous avez eu la même chose sur les images, c'est-à-dire que tout ce qui est la transition
de grandes photothèques ont été à plusieurs reprises suite à des logiques de capitalisme patrimonial regroupées dans des grands systèmes de ressources vendables. L'exemple le plus connu, c'est Corbis, la société créée par Bill Gates à côté de Microsoft, dont l'ambition était de vendre toutes les images du monde. Le problème, c'est qu'évidemment, si vous vendez les images, c'est pas exactement la même chose que de les offrir pour la connaissance, même aussi en termes de services. Et puis surtout, le capitalisme conduit au fait que vous vous faites manger par un plus gros, et en l'occurrence, ils se sont fait manger par un grand groupe chinois qui a repris l'ensemble du capital et l'a ramené. On part toujours de choses qui étaient des éléments construits ou par des amateurs ou par le monde académique. Il va devoir se passer quelque chose de l'ordre de ce qui s'est passé pour le génome. Pour le génome, avant qu'il y ait la compétition effrénée à la fin du Human Genome Project, vous aviez, entre une société privée et un consortium public, vous n'aviez pas de décision sur le fait est-ce que c'était privatisable ou pas privatisable ces données. Et c'est Bill Clinton et Tony Blair qui ont pris la décision face à cette crise entre un consortium qui avait travaillé 10 ans et un groupe privé qui avait travaillé 3 ans, mais avec le soutien de l'industrie pharmaceutique, de déclarer la compétition terminée, de dire vous ne toucherez pas à ça, c'est du bien commun. Nous n'avons pas ceci sur les données patrimoniales du tout. Et donc, est-ce qu'il faut attendre la crise pour avoir ça? Eh bien, peut-être oui. Mais c'est un des enjeux des prochaines années. Et insistons sur l'importance de considérer qu'il y a des niveaux de bien commun qui sont compatibles avec l'entrepreneuriat.